Nous allons maintenant vous parler de l'intimité du patient avec Romain et je vais commencer par vous parler de la charte de consultation en radiologie qui a été finalisée assez récemment et avec toutes les composantes de ce qu'on appelle le G4 de radiologie, c'est-à-dire le syndicat des radiologues hospitaliers, le collège des enseignants en radiologie, les radiologues privés, la FNMR, et la SFR, bien sûr, Société française de radiologie, et vous allez voir qu'elle a été validée par un certain nombre d'autres acteurs. Alors, pourquoi nous avons décidé de s'attaquer à une charte? Parce que nous sommes depuis, je dirais, 2-3 ans surtout, dans une démarche éthique qui s'inscrit dans la crise de sens du métier, avec l'apparition des algorithmes, le fait qu'on se demande si le radiologue pourra ou au moins partiellement se faire remplacer par un algorithme, quel sera le rôle véritablement du radiologue, enfin beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Et donc un certain nombre de radiologues dont je fais activement partie s'est inscrit dans une démarche éthique, pas dans le sens moral pour dire ce qu'il faut faire, hein, on n'a pas du tout cette prétention, mais dans le sens prendre conscience d'un certain nombre de problèmes qui, peut-être en les énonçant, trouveront déjà d'eux-mêmes des solutions. Donc c'est une démarche ouverte et vous voyez, on avait fait avec Vincent Israël Jost et Paul Lou Veil-Dubuc une journée déjà qui avait débouché sur un certain nombre de questions concernant les problèmes éthiques en radiologie. Alors, pourquoi une charte de consultation en radiologie? C'est précisément, ça a été issu de la polémique sur les violences gynécologiques. Et à ce moment-là, on s'est dit, ben oui, mais il y a un certain nombre de radiologues qui peuvent être taxés d'exercer le même type de violence gynécologique. Je précise que moi, je suis radiopédiatre, donc je ne suis pas tout à fait concernée. Et puis, en se penchant sur cette question, on a rapidement vu que nous avons une spécialité transversale et qu'il ne fallait pas rester sur la problématique des violences gynécologiques parce que quand on pose une sonde gastrique chez un enfant, ça peut être aussi très violent et qu'il y a des tas de choses, même quand on fait une ponction veineuse, ça peut être ressenti comme étant très violent et que finalement, il n'y avait aucune raison de rester dans les violences gynécologiques, sinon la pression médiatique, et qu'il valait mieux travailler sur la qualité de la relation de soins entre le radiologue et la personne. Et donc là, on était dans ce que M. Saltel nous a très bien expliqué aux dernières journées françaises de radio, disant qu'il y avait vraiment une alliance diagnostique ou thérapeutique pour la radio interventionnelle, dans laquelle, comme d'autres spécialistes, le radiologue doit manifester sa fiabilité auprès de la personne, du patient, et le patient doit répondre par sa confiance. Et là, on retrouve l'idée de dialogue et pas d'une interaction unilatérale. Alors donc, on a fait cette charte de consultation en radiologie qu'on ne va pas lire ensemble, que vous pouvez trouver sur un site qui a été mise en forme par Jennifer Lenorichel, qui est ici présente et que je remercie. Et donc, les points essentiels tournent autour de la consultation, de comment on va faire cette consultation, qu'elle peut être acceptée en télémédecine, mais qu'elle doit quand même répondre à des normes, qu'elle peut porter atteinte à l'intimité, et je laisserai Romain réagir sur ce point, et que le radiologue et son équipe, donc manipulateur ou manipulatrice en particulier, mais aussi les aides-soignants, les secrétaires et toutes les personnes qui tournent autour de l'acte et qui vont rentrer en dialogue avec le patient, doivent conduire cette consultation avec bienveillance et respect, c'est très important, en gardant à l'esprit les besoins d'écoute et de dialogue de la personne. Donc, il y a comme ça un certain nombre de points. Reprenons également, bien sûr, le consentement, la pudeur, et cette charte dit clairement que l'examen, dans le cadre de l'acte radiologique, peut comporter une palpation des membres, c'est ce que nous vivons quotidiennement en radiologie pédiatrique, hein, puisqu'il n'y a pas de fracture sans douleur, donc on va repalper les enfants, évidemment.
Ça peut être une palpation des seins, de l'abdomen, des testicules, toujours dans le cadre de l'acte radiologique, et également ça peut être l'utilisation d'un spéculum, d'une sonde endovaginale, d'une sonde gastrique, etc. Et donc, il est stipulé au point 8 que l'examen doit pouvoir être interrompu à chaque fois que la personne en manifeste le souhait, que les principes de la charte s'exercent à tout âge, y compris pour les enfants, pour les personnes âgées et toute personne. Et en particulier, les termes de cette charte s'appliquent bien sûr à toutes les explorations d'examen gynécologique, mais aussi urologique, et la pudeur de la personne doit être traitée avec humanité. Donc cette charte, vous la trouvez sur beaucoup de sites, et bien sûr, tous les acteurs en sont largement remerciés, et je passe la parole à Romain pour tout ce qui va concerner l'intimité du patient et sa pudeur, et toutes les réflexions qui peuvent tourner autour de ces points. Alors, moi, je m'appelle Romain Pommier, je suis radiologue libéral. Je travaille principalement en Tomie, et Catherine m'a invité à réfléchir à la notion d'intimité des patients en imagerie médicale à l'occasion de la rédaction de cette charte de consultation en radiologie. Donc, c'est un sujet que je n'avais pas du tout abordé consciemment jusqu'à présent, et donc ça a été pour moi l'occasion de réfléchir un peu là-dessus. Donc, cette présentation est un peu l'illustration de mon parcours de réflexion. Donc, je me suis posé déjà la question de qu'est-ce que c'était que l'intime, et donc je vous partage cette définition qui pour moi est la plus large, peut-être la plus simple, que je reprends à M. Laplantine. L'intime est une expérience de familiarité entre une personne et ou plusieurs personnes, ou une personne avec un lieu déterminé, et qui va progressivement se transformer en un lien. Voilà, c'est peut-être une définition que je trouve large et intéressante parce qu'elle met en avant la problématique du relationnel, la problématique de l'environnement, du lieu, et puis le lien qui va naître. On va voir que c'est une définition qui n'est pas forcément ensuite très, très opérante pour la suite. Alors, si on creuse un peu ce que c'est que l'intime, en tout cas tel que je le comprends, j'en différencie deux plans. Un plan personnel qui correspond finalement à l'identité de la personne, c'est son intériorité, son îlot physique qui est son corps, et puis un îlot spirituel qu'il faudrait préserver. L'îlot spirituel, c'est la spiritualité, ses croyances, toutes les pensées, tous les désirs intimes, intérieurs qu'il peut avoir. Et donc, on parle d'espace intérieur, et j'ai mis en avant le caractère invisible de cette intimité, de cet intime, et impénétrable, parce que ça rentre un peu en résonance avec la problématique de l'imagerie médicale. Alors, s'il y a des concepts qui sous-tendent un peu cette intimité sur le plan personnel, on voit que ça reprend des notions de pudeur, des notions de dignité de la personne, et ce que les anglo-saxons mettent en avant comme la vie privée, beaucoup plus que nous. Et puis le deuxième plan de l'intime, tel que je le comprends, c'est un plan relationnel, c'est-à-dire que l'intime peut prendre forme dans le cadre d'un échange, d'un colloque singulier entre entre la personne concernée et les autres, notamment les soignants. Et la particularité, c'est que souvent, c'est des relations qui peuvent se créer dans des environnements assez larges, assez bruyants, où il y a d'autres personnes, d'autres soignants et d'autres patients. Et on voit que les principes qui vont porter ce plan relationnel de l'intime sont la confiance, la confidentialité et, in fine, le secret médical. Alors, dans la relation de soins, finalement, c'est une interaction entre la personne, le patient, avec son corps, sa spiritualité, son identité, ses besoins propres avec lesquels il vient, et les autres. Et les autres, dans un hôpital, ce sont principalement les soignants, avec leurs actes, leurs gestes, leurs paroles. Et ces soignants vont évoluer dans un environnement particulier, qui est un environnement de service d'imagerie médicale, d'urgence, ou un hôpital en particulier. Et ce qu'énonce Odile Bourguignon dans un article très intéressant, c'est que dans la relation de soins, certains comportements vont être justifiés au nom du soin et du rétablissement de la santé. Et on voit apparaître cette notion de justification des gestes, des paroles et des actes au nom du soin,
dans la relation de soins. Et cette justification, elle va être là pour expliquer l'atteinte à l'intime qu'il va y avoir dans les relations de soins. Et je trouve que cette phrase-là, cette justification-là, est très intéressante et va rentrer en résonance avec la suite de la présentation. Alors, quand on réfléchit au respect de l'intimité, qu'on va chercher un peu du côté de la littérature scientifique, eh bien, les urgentistes, en tout cas les services d'urgence, ont beaucoup travaillé dessus. Et je vous mets en avance les notions de cet article médical qui s'est intéressé aux facteurs ressentis par les patients qui étaient perçus comme une atteinte de la vie privée dans des services d'urgence. Alors, pourquoi j'ai pris l'exemple des services d'urgence? Parce que d'une part, la littérature médicale est beaucoup plus fournie dans ce milieu-là hospitalier. Et puis, en fait, les services d'imagerie médicale sont assez similaires à ce type de service-là. Ce sont des services d'imagerie médicale où il y a beaucoup de patients qui passent et où la notion d'urgence du soin est également très présente. En général, d'ailleurs, les services d'urgence et d'imagerie médicale sont dans des hôpitaux contigus. Alors, pour revenir sur ces facteurs d'atteinte de la vie privée, vous voyez que le fait pour un patient de constater que ses informations personnelles étaient entendues par d'autres personnes, que ce soit d'autres patients ou d'autres personnes soignantes, mais qui n'intervenaient pas directement dans le soin, le fait d'entendre des informations personnelles d'autres patients, le fait d'entendre malgré soi des discussions inappropriées des soignants, et on va en parler tout à l'heure avec l'exemple de la machine à café dans un service. Le fait d'être vu par des personnes dans des lieux inappropriés, comme dans des couloirs ou à l'intérieur d'un box avec d'autres patients dans le même box. Et la notion de ne pas être examiné dans un lieu perçu comme confidentiel. Donc, typiquement, le couloir. Et il y avait d'autres facteurs, il y avait des facteurs de risque qui avaient été avancés par les auteurs, de perception d'un non-respect de la vie privée. C'était plus fréquent chez les personnes qui étaient plus âgées, quand l'espace de soins était clairement réalisé dans les couloirs et quand la durée du séjour dans le service des urgences était allongée. Alors, en ce qui concerne la littérature, toujours, et les urgences, on voit que il y a eu peu d'articles qui portaient dessus. Là, c'est une étude canadienne qui s'est intéressée au pourcentage de satisfaction des patients et de perception du respect de leur vie privée dans différents départements du service d'imagerie. Et on voit que, grosso modo, plus de 9 patients sur 10 étaient satisfaits du respect de la vie privée dans ce service d'imagerie médicale. Et on voit que particulièrement en IRM, c'était élevé, donc il n'y avait pas de différence significative entre ces différents lieux, mais les éléments qui étaient mis en avant par les auteurs pour expliquer cette bonne performance, entre guillemets, c'était une bonne qualité d'accueil. Donc, comme le disait Claude tout à l'heure, le moment d'accueil, le moment initial d'entrée d'un patient dans un service d'imagerie médicale était vraiment un moment clé. Le fait d'évoluer dans un service qui est calme, et c'est vrai que les services d'imagerie médicale avec une IRM sont des espaces où en général c'est calme, plus calme. C'est une machine qui est très grosse, qui nécessite un emballement architectural particulier. Donc du coup, souvent, les services avec une IRM sont un petit peu plus calmes. Et puis, quand le temps d'attente était maîtrisé dans ces services-là. Alors ça, c'est une autre étude américaine qui s'est intéressée à analyser les commentaires qui étaient laissés par les patients sur Internet. Donc, il y a eu beaucoup d'avis de patients qui ont été mis en avant. Et donc, ce qui était intéressant, c'est que vous voyez que la problématique qui revenait en premier, dans 3/4 des cas, c'était des problématiques de comportement du personnel soignant et de communication des professionnels de santé rencontrés dans les services d'imagerie. Et puis, ensuite, tout le reste était beaucoup plus anecdotique. Des problématiques de temps d'attente, le confort à l'examen particulièrement. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans cette étude, c'est que les professionnels qui étaient ciblés par les commentaires des patients n'étaient pas du tout les radiologues, mais étaient plutôt les manipulateurs qui prenaient en charge avant, pendant, tout de suite après l'examen, et les secrétaires médicales qui évoluent dans les services d'imagerie médicale. Et donc, pour rebondir un peu là-dessus, on est quelques radiologues dans la salle. Je crois qu'il n'y a pas de manipulateur ou de secrétaire médical, mais c'est une problématique qui concerne tout le personnel d'un service d'imagerie médicale, et c'est un problème particulier que les radiologues
saisir pour en informer et améliorer le travail des équipes. Alors, pour faire un petit peu plus d'éthique appliquée, et c'était une présentation que j'ai faite suite à une présentation d'un philosophe, Philippe Saltel, qui a beaucoup creusé les problématiques de pudeur, d'impudeur, de chasteté, etc. Donc, j'ai axé vraiment cette présentation sur le côté d'application, le côté pratique. Et donc, j'ai mis en avant deux choses. Voilà. Dans un premier temps, il va falloir, pour respecter l'intimité des patients dans le service d'imagerie médicale, faire en sorte que l'architecture du service soit organisée, soit pensée. Et vous allez voir que les problématiques d'anticipation, de justification, de limitation et bien évidemment de communication sont des éléments d'action opérantes pour préserver l'intimité des patients. Alors, en ce qui concerne l'organisation de l'espace, je rentre dans des choses pratiques. En ce qui concerne du coup l'avant-examen, eh bien, ça va être un travail sur la confidentialité de l'accueil et tout se fait à ce moment-là. Les lignes de démarcation pour séparer le patient accueilli des autres patients. Le fait de mettre des vitres opaques, des numéros cryptés pour appeler les patients par un numéro et non pas par leur nom propre. Respecter des notions de discrétion avec un éloignement, parler de manière basse. Au moment de cet accueil, la confidentialité est vraiment très importante. Et je vais vous montrer ensuite des photos pour montrer les difficultés qu'on peut avoir dans les services d'imagerie pour préserver cette confidentialité à l'accueil. Alors, il faut aussi limiter le nombre de patients présents en même temps. Et ça, c'est un souci organisationnel assez spécifique et difficile à résoudre parce qu'il y a beaucoup de patients qui sont demandeurs. Donc, moi, je suis dans un service où il y a beaucoup de patients qui passent dans la journée. Et en plus de ça, il y a la problématique des patients urgents qui arrivent, souvent en brancard, qui attendent. Et donc, le fait d'être en mesure de réguler un maximum dans cet espace clos le nombre de patients présents est un enjeu crucial. Et je rebondis un peu sur le fait de remettre des comptes rendus parfois sur Internet. Certains patients demandent à l'accueil de pouvoir repartir immédiatement après avoir réalisé leur examen. Ce n'est pas forcément d'ailleurs des patients qui sont suivis en oncologie, mais ça leur permet, une fois l'examen réalisé, de rentrer, d'aller au travail ou de rentrer chez eux, et donc du coup de ne pas rester dans le service d'imagerie médicale. Et donc justement, c'est un travail de régulation du nombre de personnes présentes. Et puis ça va passer par des questions d'aménagement de la salle d'attente, des cabines de déshabillage, on va en parler après, et de l'espace de préparation. Alors ça, c'est une photo que j'ai prise d'une des salles d'attente du service dans lequel je travaille. Vous voyez que ce qui en ressort, c'est qu'il y a peu de place. On fait avec l'hôpital dans lequel on se trouve. Vous voyez ici, voilà, là c'est la borne d'accueil. Il y a plusieurs secrétaires qui sont situés ici. Il y a une ligne de démarcation qu'on ne voit pas, mais qui est très proche des endroits où on attend. Et il va y falloir composer avec ça. Donc souvent, ces sièges sont occupés. Vous voyez ici qu'il y a un petit écran avec des numéros. Donc on opte plutôt pour un appel crypté. Ça évite d'avoir son nom propre énoncé dans toute la salle d'attente. Et c'est une photo dont je ne suis pas particulièrement fier, mais c'est la réalité de mon service. On ne peut pas pousser les murs et on essaie de faire en sorte que la confidentialité soit un maximum réservée à ce moment-là. Ça, c'est l'illustration d'une des cabines d'essayage en vue d'un geste d'interventionnel. Vous voyez que c'est très simple, c'est dénudé, mais en plus de la chaise pour bien évidemment pouvoir s'asseoir, se déshabiller, on a opté pour cette petite planche qui permet en fait aux patients d'arriver dans la cabine et d'y laisser ces objets de valeur, plutôt que de les laisser sur la chaise ou parfois de les poser par terre, au risque de les perdre ou de les casser. Le fait de pouvoir poser ses lunettes, ses bijoux, très simplement, son portefeuille, de pouvoir les récupérer ensuite facilement après, c'est quelque chose qui est nécessaire d'imaginer pour que les patients puissent être en confiance dans cette petite cabine sans fenêtre. Et puis, on a aussi installé des petits miroirs qui permettent aux patients, après avoir réalisé l'examen, de pouvoir se recoiffer, se faire beau avant de retourner dans la salle d'attente et reprendre un aspect qu'il peut montrer, qu'il est content de montrer. Alors, en ce qui concerne l'examen en lui-même, donc la particularité, c'est que les centres d'imagerie médicaux sont composés de plusieurs salles avec des machines plus ou moins imposantes dedans. Et donc, il y a tout un travail à faire sur le confort de ces patients dans ces salles-là. C'est souvent des salles qui sont fraîches, notamment en IRM, parce qu'il y a un gros aimant qu'il faut refroidir en permanence. Et donc, la température est très basse.
on est souvent obligé de se dévêtir, d'enlever tout ce qui est métallique, d'enlever les vêtements. Donc, clairement, on a froid dans le service d'imagerie médicale. Donc, il faut travailler à ce confort, réfléchir sur la température, la luminosité de la salle. Et on peut, dans certaines situations, proposer aux patients d'être accompagnés par un proche au moment de l'examen. Et puis, ça va passer aussi par le fait de délimiter un espace confidentiel, intime, notamment dans des situations à risque. Donc, on a des fiches qu'on met sur les portes pour dire qu'un examen est en cours. Et donc, l'autre professionnel de santé, quand il voit cette fiche-là, ne rentre pas sans frapper, ou ne frappe même pas d'ailleurs. Et puis, on verrouille aussi à clé des salles, notamment d'échographie, quand on est en train de pratiquer un examen particulièrement à risque, comme des échographies par voie endocavitale. Et enfin, l'après, c'est la problématique d'avoir des espaces de confidentialité dédiés dans les services d'imagerie. Vous savez que les radiologues travaillent à la console, c'est-à-dire qu'ils sont à côté de leur manipulateur, ils sont là avec les écrans sur les images médicales qu'ils interprètent. Et la plupart du temps dans les services, c'est dans ces lieux-là que sont reçus les patients pour pouvoir véhiculer un premier message. Et donc, on peut être amené dans certaines situations à identifier des salles de consultation dédiées, où il n'y a pas d'ordinateur. C'est comme une salle de consultation chez son médecin généraliste. C'est en dehors du pôle d'imagerie à proprement parler. Et ça peut être des endroits qui sont identifiés où on peut donner un mot. Alors, mon expérience, c'est que moi, je fais ça de temps en temps, notamment pour annoncer des maladies graves. Et j'ai remarqué que c'était parfois très mal perçu par les patients, qui étaient particulièrement angoissés par le fait d'être convoqués par le radiologue dans un endroit à part, à côté. Donc, c'est vraiment parfois très compliqué. Et en même temps, c'est le meilleur moyen d'avoir un espace confidentiel, calme, seul à seul, de prendre le temps pour pouvoir annoncer quelque chose qui est potentiellement grave pour le patient, plutôt que de le faire à la console, où c'est des endroits où il y a d'autres patients qui peuvent être amenés à passer derrière nous, et surtout beaucoup de professionnels de santé qui parlent. Et donc ça, cet espace de confidentialité, pour moi, c'est le noyau d'illustration de ce que c'est que bâtir un environnement éthique. Et bâtir un environnement éthique, ça veut dire quoi? Ça veut dire être en mesure de structurer l'endroit dans lequel on travaille pour être en mesure d'appliquer les principes éthiques qu'on souhaite défendre au quotidien. Voilà, discrétion, respect du secret médical, le fait de ne pas annoncer dans les couloirs, et puis la problématique de la machine à café, on va en parler. Alors ça, c'est l'illustration d'une salle de préparation à gauche. Là, c'est juste à côté du scanner. C'est un endroit où le patient va pouvoir s'asseoir, et donc on tire le rideau avec le manipulateur qui va poser la voie veineuse, et c'est un rideau modulable qui permet de créer de manière provisoire un espace confidentiel, intime avec le patient, sans que le patient ait l'impression qu'il est noyé dans le grand couloir à côté du scanner. Et puis ici, ça c'est voilà la réalité du radiologue. Souvent, sa salle de consultation, c'est ça. Il y a son ordinateur, sa table, et puis on fait venir le patient à côté qui s'assoit. Et c'est déjà pas mal de faire asseoir un patient avec soi, de prendre le temps d'avoir une deuxième chaise pour faire asseoir l'accompagnant du patient. Et ça, c'est souvent des endroits qui sont fréquentés par d'autres professionnels. Donc, l'espace de confidentialité à proprement parler, c'est quelque chose qu'on doit défendre en tant que radiologue au moment où on fait des réflexions dans nos services. Et puis, la problématique de la machine à café, c'est assez intéressant. Il y a eu plusieurs articles, notamment en Angleterre, qui ont montré que pour des patients dans une salle d'attente, percevoir des soignants en blouse blanche prendre des cafés ensemble au sein de la salle d'attente, de faire des blagues, de rigoler, de ne pas être au travail, en fait. C'était quelque chose qui était mal perçu par les patients. Donc, il y a eu des hôpitaux anglais, je crois que c'était à Manchester, qui ont supprimé cette machine à café. En fait, ils l'ont déplacée dans la salle d'attente, dans la salle de repos propre et accessible uniquement aux soignants. Et c'est vrai que dans les couloirs ou à la machine à café, c'est des moments aussi de détente où les soignants se retrouvent. Et où parfois, quand on était interne, on parlait de la journée, on parlait des cas intéressants qu'on a vus. Alors, ne serait-ce que de parler de cas intéressants, on voit déjà qu'il y a un glissement qui fait qu'on peut être amené à objectiver certaines situations. Et ça peut vraiment être mal perçu par des patients qui captent comme ça des discussions entre soignants, qui sont des discussions professionnelles, qui sont des discussions pédagogiques aussi entre nous, mais qui, lorsqu'il y a une publicité auprès de patients, peut être vraiment mal perçu. Donc, il y a une vigilance à avoir
au sein de ces machines à café. J'ai eu aussi une anecdote où il y a eu une plainte d'une patiente qui a entendu un médecin parler fort au téléphone d'une autre patiente, c'était pas la, et qui parlait d'un cas d'une patiente au téléphone fort. Et au téléphone, c'était un coup de téléphone à un autre médecin. Et le fait de parler fort d'un patient dans un couloir avait été très mal perçu et il y avait une plainte d'une patiente qui pensait que c'était d'elle qu'on parlait. Donc, vigilance importante sur cet espace. Et enfin, pour parler de ces notions d'anticipation, de justification, comme Alain en a parlé au tout début, de limitation, je voulais juste préciser que en fait, les frontières de l'intime sont floues. Elles sont variables d'une personne à l'autre. Et donc, il va y avoir la nécessité pour les soignants de s'adapter à la personne. Ça va être bien évidemment de s'adapter à sa langue, à sa culture, les croyances, à son âge. Et pour reprendre un peu ce que disait Philippe Saltel, tout l'enjeu des comportements et des paroles qu'on va avoir, ça va être de préserver la pudeur. Et j'ai beaucoup aimé ce que disait Philippe Saltel sur la définition de la pudeur par Spinoza, que je vous remets ici. C'est la pudeur est la peur de la honte, la crainte de la honte qui retient l'homme de faire quelque chose de malhonnête. Et donc cette honte-là, c'est une honte qui peut être perçue par les patients, de se dénuder, de se mettre nu face à quelqu'un qui ne le connaît pas. Et ça peut être aussi la honte du soignant de faire quelque chose qui va toucher à l'intimité de l'autre alors que ça n'est pas justifié, qui va finalement avoir des gestes ou des paroles impudiques. C'est quelque chose qui concerne les deux parties. Et donc, éviter l'impudeur, ça va être éviter tout ce qui va transgresser la protection de l'intime. Et par ça, on s'arme de notre professionnalisme. On met une blouse blanche qui fait qu'en fait, on se transforme en médecin. Je ne suis plus Romain, mais je suis un radiologue qui va m'adresser à la personne. La particularité de l'imagerie, c'est aussi cette technicité qui peut aussi mettre une certaine distance et donc peut être un élément de professionnalisme, et puis les qualités de discrétion qu'on peut avoir. Alors, en ce qui concerne l'avant-examen, eh bien, le fait d'être en mesure de regrouper tous les examens d'imagerie en un jour, ça c'est quelque chose qui peut aussi limiter sur un temps court l'atteinte de l'intime. Le fait de se présenter quand on arrive, d'être habillé d'une manière particulière et de limiter l'équipe d'intervenants qui va travailler auprès du patient, ça ce sont des éléments qui sont vraiment archi indispensables. Le fait de recevoir de la documentation par les patients en amont, c'est le fait d'avoir des informations qui vont permettre de comprendre un petit peu ce qui va se passer, l'examen qu'il va avoir, les indications ou les contre-indications à donner aux patients, le fait d'être enceinte ou pas, par exemple, les médicaments qu'on peut être amené à apporter. Ça va passer aussi par des affichages en salle d'attente, dans les cabines d'habillage. Donc, c'est à nous d'être inventifs sur le fait de donner de l'information de qualité pour désamorcer et mieux armer les patients à comprendre ce qui va leur arriver. Et puis, pour rebondir sur la problématique du viol gynécologique, ça fait un peu moins d'1 an maintenant qu'on a décidé de remettre aux patients qui avaient des échographies pelviennes par voie vaginale et des patients qui avaient des échographies prostatiques, on a décidé de remettre une fiche d'information pour simplement les informer qu'un examen par voie endocavitaire était possible. Ça n'est pas une fiche avec une signature de consentement, mais simplement une signature pour montrer que la fiche avait été lue. Et l'objectif, c'est d'éviter la situation dans laquelle les patients découvrent au dernier moment, sans pouvoir choisir, sans pouvoir informer, sans pouvoir débattre, de découvrir au dernier moment la nécessité de réaliser un examen par voie endocavitaire. Et je pense que c'est quelque chose qui a été bien perçu. On ne l'a pas encore évalué dans le service. Et je sais qu'à l'hôpital Tenon, là où il y a eu une grosse polémique récemment, c'est quelque chose qui est réalisé depuis le début de l'affaire dans le service de radiologie. Et puis, je ne vais pas en parler, mais l'affichage de la charte de consultation en radiologie qui est affichée dans le service dans les salles de consultation de radiologie interventionnelle pour l'instant. Et c'est vrai que se pose la question peut-être de le mettre à disposition plus explicite des patients, peut-être avec une version vulgarisée pour les patients. On pourrait discuter après. Le moment de l'examen aussi est important, c'est être en mesure de rendre le patient décideur de la situation qui va advenir au moment de l'examen radiologique.
Et ça commence par le fait de faire une demande claire, précise, positive, comme par exemple demander de se déshabiller, d'enlever le haut, d'enlever le bas, etc. Quelque chose qui soit vraiment bien clair, simple et positive, et surtout justifié. On va enlever le haut pour pouvoir faire une infiltration de votre épaule. L'accompagnement par le proche, le choix du mode de remise de résultats est quelque chose qui peut aussi rendre le patient décideur, d'être en mesure de savoir ce qui va se passer après. Ben, j'ai décidé qu'après, je vais rentrer à la maison et puis j'aurai mon compte-rendu par Internet. C'est quelque chose qui peut être débattu, mais en tout cas qui rend le patient autonome sur ce point. Et puis, respecter la pudeur, l'atteinte à la pudeur en essayant de découvrir le strict nécessaire et en remettant des draps. Par exemple, vous voyez à gauche dans la salle de préparation qu'on peut être amené à remettre des chasubles propres, le fait de mettre des chaussons aussi jetables plutôt que de marcher pieds nus sur le sol. Et puis, cette patiente qui était obligée d'enlever son pantalon, et bien, de ne découvrir que la zone nécessaire pour pouvoir réaliser l'examen. C'était une infiltration du dos et vous voyez que le fait de recouvrir systématiquement et de ne pas laisser inutilement la patiente dénudée sur la table pendant longtemps, exposée au regard des soignants qui sont là, c'est quelque chose qui sont des éléments simples, mais en pratique, qui sont indispensables. Là, vous voyez une IRM. La particularité de l'IRM, c'est que c'est un examen dans lequel on est dans un gros tube où il fait froid, donc il y a tout un travail à faire sur le confort de l'installation. Il y a des boules qui pièces, un casque, et puis la particularité, c'est qu'il y a une poire d'appel. Et dans le casque, on entend l'opérateur qui travaille. Et souvent, les manipulateurs qui sont entraînés, ceux qui sont conscients de ça, parlent régulièrement aux patients pendant l'examen pour que justement le lien entre le patient et le soignant ne soit jamais rompu au moment de ces examens qui peuvent être amenés à durer assez longtemps par contre. Alors je rebondis sur ce que citait Claude Ganter, voilà l'Institut français de l'expérience patient. Vraiment, je vous conseille de lire. Ça dépasse la problématique de l'intimité, mais c'est quelque chose qui vraiment décortique toute l'expérience patient dans un service médical et c'est très éclairant. Et je termine cette présentation sur une discussion en vous posant des questions. C'est une fin ouverte. Je me posais la question de savoir si l'acquisition d'images du corps était-elle une atteinte particulière de l'intime? Est-ce que pour un patient, le fait de se savoir explorer dans son intérieur avec des images qui ont été produites était quelque chose qui était une atteinte de l'intime ou au contraire, est-ce que ça facilitait pas l'échange entre le soignant et le patient parce que l'objet d'analyse n'était plus le corps en lui-même, mais les images acquises? Et c'était voilà, ça c'était le sens de la deuxième question. Donc, le fait de déplacer l'objet d'analyse entre le corps et une représentation du corps que sont les images, travaillent-elles à la préservation de l'intime? J'en ai fini sur cette présentation et je pense qu'on peut essayer de répondre à ces questions ensemble.